De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno, merci d'être là avec un spécial Mobile World Congress. Et juste après les coups de cœur de Pépé, voici ceux maintenant de Christopher Siminelli. Salut Christopher. Salut François. De la rédaction de 01net.com. Il était à Barcelone, Christopher bien évidemment. Et Christopher, on va commencer par le projet Tango, qui est mené conjointement par Google et certains constructeurs de mobiles, comme par exemple Lenovo, qui est assez prometteur. Et pour la première fois à Barcelone, tu as eu une démo grandeur nature de projet Tango. Oui, exactement. Alors, projet Tango, ça a déjà été présenté en juillet ou août 2014, donc ça commence un peu à dater. Mais là, effectivement, c'était pour la première fois, on a pu assister à une démo concrète de Tango. Alors, Tango, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même important de le rappeler. En Espagne, on sait ce que c'est. C'est une danse. Mais exactement. Mais alors, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi Google a appelé ça Tango, parce que tellement ça n'a rien à voir. Bref. Et donc, Tango, c'est deux choses. C'est d'abord des devices qui sont compatibles Tango. Donc il faut des smartphones ou des tablettes. Donc imaginez, vous avez un smartphone ou une tablette équipé de différents capteurs qui permettent de mesurer la profondeur de champ, qui permettent aussi de savoir comment vous vous positionnez dans l'espace. Et derrière, c'est toute une techno, des algorithmes. Alors à quoi ça sert ? En gros, ça vous permet de mapper en direct, en temps réel, l'espace, le lieu dans lequel vous vous situez. Donc, par exemple, je rentre dans une église. Exactement. Voilà. Ou enfin dans une église ou par exemple dans un magasin, n'importe où. D'accord ? Je sors mon téléphone, j'appuie sur un bouton. Qu'est-ce que je fais ? Je vais donc scanner en quelque sorte la pièce. Donc à l'écran, vous verrez la pièce et le Tango saura exactement où vous vous situez. Il saura reconnaître que ça c'est un mur, que là c'est le sol, là c'est le plafond, etc. Où il y a des meubles, il va détecter les meubles aussi. Il va détecter les meubles, les différentes zones de chaleur. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Alors les applications concrètes, c'est quoi ? Justement, c'est la démo qu'on a faite à Barcelone. On est allé au musée de l'art, musée d'art de Catalogne, qui est un très beau musée à Barcelone. Et donc, au préalable, l'équipe qui présentait le projet avait mappé déjà tout le musée. Et donc, en mémoire, on savait déjà où étaient les murs, etc. Et donc, avec l'appli du musée, on se baladait. Et voilà, on dit, si on va dans l'appli, on dit « je veux voir telle œuvre », hop, le téléphone était capable de nous amener jusqu'à l'œuvre en question. Ça, en fait, ça va géolocaliser en indoor. Exactement, ça géolocalisation en indoor sans l'aide de GPS ni de triangulation. C'est-à-dire que par exemple, je veux voir telle œuvre qui est au 3e étage, au fond de l'ascenseur à droite. Il va vous guider directement sans que vous ayez activé le moindre GPS. Donc ça, c'est très fort et ça fonctionne super bien. D'autant que. Mais malgré tout, il va falloir que j'indique à la main le nom de chaque œuvre. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout du travail après de référencement de tout ce qu'il y a dans la pièce. C'est un cas d'usage. Voilà, je veux voir telle œuvre, amène-moi à telle œuvre. Et donc, je suis avec mon téléphone et il y a une ligne bleue qui apparaît en surimpression de l'image et j'ai juste à suivre le guide. Ça, c'est plutôt sympa. Et qu'est-ce que tu vois dans le téléphone ? Tu vois véritablement ce qu'il y a. Je vois ce c'est pas des photos. Non, c'est pas des photos. C'est une vue en temps réel avec une ligne bleue en réalité augmentée. D'accord. Alors ça, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres choses. Vu que le musée a été entièrement mappé au préalable, le système sait exactement où se situe chaque œuvre. Et donc, si je pointe mon téléphone vers l'un des tableaux, c'est ce qu'on a pu expérimenter, le système me proposait à certains points de l'image, du tableau, d'aller un peu plus loin dans la découverte, etc. Donc je sélectionnais l'un des personnages d'un grand tableau qui était la bataille de Téluan. Et donc, je pouvais voir que tel personnage, c'était tel général, etc. Et on me proposait un texte pour aller encore un peu plus loin. Et donc, voilà, ça permet d'ajouter de l'information au réel. Et donc, c'était vraiment surprenant. Alors là, c'est une visite de musée. On sait qu'il y a déjà beaucoup de techno utilisés pour les guides numériques des musées. Mais là où Tango peut vraiment être intéressant, c'est aussi dans le jeu vidéo. On ne l'a pas testé, mais en tout cas, ça fait partie des promesses de Tango. Imaginez, vous êtes chez vous dans votre salon et vous lancez un jeu. Eh bien, le système saura reconnaître exactement où est votre table basse, où est votre canapé, les murs. Oui, on pourrait imaginer un monstre qui pourrait sortir de la table basse. Vous pourrez, un peu à la manière de l'HoloLens d'ailleurs, de Microsoft. Mais là, tout se passe vraiment sur l'écran. Et vous pourrez jouer, à des jeux qui utilisent votre environnement chez vous. Donc, en ça, c'est vraiment intéressant.
Et puis ça peut avoir même aussi, j'imagine, pour Google, des intérêts publicitaires. Parce que demain, imaginez, vous vous baladez dans un hypermarché avec Tango qui a mappé tout l'hypermarché. On vous dit promo sur la droite, vous en achetez un, vous avez le deuxième offert sur la gauche. Enfin, ça peut avoir D'ailleurs, il y a des acteurs de la grande distribution, on ne nous a pas donné les noms, mais qui se sont déjà montrés très intéressés par ce projet. Pourquoi ? Parce que ça permettrait, je ne sais pas, imaginons, on est au Galeries Lafayette, il y a telle marque de fringues ou de sac à main qui pourra vous dire, tiens, si tu veux trouver mon stand, clique ici, hop, on est directement guidé. Et effectivement, avec Google Shopping, on pourra voir, tiens, tel article, il a moins 30%, etc. Donc c'est vraiment prometteur. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On est toujours en phase d'expérimentation parce que tu le disais, il faut des smartphones compatibles, mais pour scanner, c'est-à-dire que moi, après, en tant que visiteur, je n'ai pas besoin d'un smartphone Tango. Il me faut simplement un smartphone. Alors c'est bien là. Donc c'est pas un système, c'est pas sans contrainte. L'expérience à laquelle on a assisté a mis en lumière quelques problèmes. C'est-à-dire déjà quand il y a des foules, le système a du mal à gérer les foules. Donc ça, c'est Google doit vraiment encore corriger son algorithme. Parce qu'il croit que c'est des éléments du décor, que c'est des éléments qui viennent perturber sa perception des murs, etc. Publics, par exemple, un hypermarché ou dans un musée, il y a beaucoup de monde souvent. Exactement. L'autre contrainte, c'est qu'au préalable, avant de pouvoir utiliser Tango, il faut que l'environnement ait été cartographié entièrement. Et donc, si vous déplacez demain un bureau ou un meuble dans cet espace, il faut recartographier parce que ça fausse complètement les résultats, en fait. Donc ça, c'est un peu contraignant, mais c'est quand même un point indispensable au bon fonctionnement. Et troisième contrainte, effectivement, il faut qu'on ait un appareil compatible Tango, donc avec les bons capteurs. Les capteurs qu'on a sur un smartphone habituel ne suffisent pas. Non, parce qu'il y a vraiment cette notion de perception de la profondeur. En gros, imaginez que votre téléphone va pouvoir percevoir l'espace comme le fait un humain. Donc il faut des capteurs. Donc voilà. Et donc Lenovo qui est partenaire du projet. On en est où là ? Il y a des smartphones compatibles avec ce système ? Aujourd'hui, non. Vous pouvez toujours acheter le kit de développement qui est vendu environ à 500 €, mais ça vous amènera pas. Des vis et tout, non, c'est une tablette fabriquée par Lenovo, mais voilà. Alors, en tout cas, dès cet été, on aura a priori, d'après ce qu'on nous a dit, des premiers produits commerciaux compatibles Tango. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, tous les smartphones aient cette technologie pour qu'ils soient compatibles Tango ? Après, ça va être un bras de fer entre Google, j'imagine, et les constructeurs. Google qui vous souhaiterait peut-être imposer cette technologie sur tous les smartphones ? Clairement, oui. C'est aussi le but de Google. On peut imaginer aussi que les prochains Nexus de Google, ils seront compatibles Tango, parce qu'on sait que les produits estampillés Google sont quand même censés être à la pointe et proposer vraiment ce qui se fait de mieux dans l'environnement de Google. Donc voilà, réponse dans les prochains mois. Mais en tout cas, là, pour la première fois, on a vécu une démo. On a assisté à une démo concrète de cette techno et ça marche vraiment bien. Et c'est bluffant. Il y a déjà pas mal d'endroits qui ont été mappés par Tango ou pas ? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que la société qui était derrière cette expérience, elle est française, elle s'appelle Guidigo. Et elle nous a confié travailler déjà avec pas mal de musées parisiens pour mettre en place ce type d'expérience. Le projet Tango donc, de Google à suivre, bien sûr. Christopher, deuxième coup de cœur. C'est la réalité virtuelle, mais bon, ça c'est vrai qu'on a tous été bluffés par les masques à 360 degrés. Il y en a un qui tire son épingle du jeu visiblement, c'est le HTC Vive que tu as testé. Alors clairement, c'est marrant parce que cette année, au Mobile World Congress, j'entendais beaucoup des gens dire alors la VR, c'est donc la réalité virtuelle, c'est un peu comme on a l'impression que c'est la nouvelle 3D. Qu'on en parle beaucoup, mais que ça va faire un flop. Et c'est vrai que quand on regarde un peu le paysage de ce qui se fait, il y a du très bon et du beaucoup moins bon. Et donc moi j'ai assisté à la démo de la dernière version du Vive et là je me dis non, ça peut pas être comme la 3D parce que je me suis vraiment pris une claque. C'était vraiment énorme. Donc on avait déjà testé l'ancienne version, mais là cette nouvelle version, vous voyez, elle a une petite caméra qui vous permet dans le casque de aussi voir votre environnement réel. Donc on n'est pas complètement coupé du monde ? C'est ça ? En fait, vous pouvez appeler via un double clic sur l'une des manettes l'affichage de votre environnement réel. Donc ça change tout parce que vous n'êtes plus obligé d'enlever votre casque pour voir si vous êtes près d'un mur ou voilà. Donc vraiment super. Le confort aussi du casque était vraiment amélioré. J'avais testé la première version et très franchement, j'avais mal aux yeux. Il me serrait vraiment. Et les deux petites manettes qu'on voit là sont désormais sans fil. Et là, pareil, ça change tout parce que dans la première version, elles étaient filaires. C'est quand même assez gros. C'est gros, mais ça reste très léger et très confortable, vraiment. Et donc les manettes,
quand elles étaient filaires, effectivement, le système, là, on se balade un peu dans l'environnement. On avait tendance à se prendre les câbles dans les pieds. Et voilà. Donc là, il n'y a plus que... Il n'y a plus que le masque qui est filaire. Il y a le masque qui est câblé, d'accord. Il y a un câble ou il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a Non, il y en a plusieurs. Il y a le câble, il y a l'alimentation, il y a le câble vidéo, plus la vidéo, l'alimentation, etc. Voilà, c'est ça. Enfin bref, vraiment pour revenir sur l'expérience en elle-même, visuellement, HTC a vraiment amélioré techniquement son casque. Et donc j'ai assisté à une première démo où j'étais sur une épave au fond de l'eau et donc dans un environnement sonore en plus hyper bien fait. Et donc il y a des petits poissons qui passent devant vous. Il y a la grosse baleine, moi je l'ai fait. Et là, j'ai eu c'est incroyable. Peur, on sent une présence derrière. Baleine énorme. On se retourne, une baleine énorme derrière ça. On peut presque la toucher. Et puis on va un peu au bord de la proue du bateau. Et puis vraiment, on a peur d'aller plus loin parce qu'on a peur de tomber dans le vide. Et vraiment incroyable. C'est dingue. La deuxième démo, c'était dans l'espace où les deux manettes en fait se transforment en pistolet laser. Et là, pareil, vraiment, on s'y croirait, quoi. J'étais en plein milieu du salon, il y avait plein de gens autour de moi qui me regardaient, mais j'avais l'impression d'être seul au monde dans l'espace, en train de tuer des drones avec mon pistolet laser. C'est vraiment super. Alors, c'est top, mais tout ça, ça a un prix. On parle quand même de presque 1 000 € potentiellement en France. Ça va être lancé dans 3 jours. Et là, c'est que le masque. C'est-à-dire qu'après, il faut un PC derrière qui assure, un PC hyper puissant qui va gérer toute la partie graphique. Il faut une machine, il faut une grosse bête. Il faut une grosse bête pour faire tourner la techno, mais vraiment, c'est hyper prometteur. Et on peut envisager que les prix baissent rapidement. À noter que Sony vient d'annoncer la présentation de son casque de réalité virtuelle. Ça sera pour le 15 mars prochain. Voilà. Mais ce qui fait vraiment la différence, juste peut-être pour conclure avec ce Vive, c'est les deux manettes. Parce que top. ça permet vraiment d'utiliser ses mains. Et à la différence d'Oculus où on est encore avec la souris et un clavier ou une manette, là vraiment on est libre de Mais ses le mouvements. PlayStation VR, on a aussi oui, les manettes. C'est vrai. Donc c'est vrai. C'est pour ça que moi je crois davantage à ce type de techno qu'aux autres. Même si Oculus a aussi d'autres qualités. Mais... Christopher, merci. Merci. Voilà, c'était notre petite analyse de ce Mobile World Congress qui se termine. De quoi je me mêle. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Salut et au week-end prochain. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.